Oui. Alors, cela est la deuxième rencontre du laboratoire de psychanalyse sur le concept. Et la première rencontre, c'était sur le premier concept fondamental de la psychanalyse, c'est-à-dire l'inconscient. Et celui-là est la deuxième rencontre donc, sur les signifiants. Il y aura un troisième prévu déjà fixé pour le 7 avril sur les transferts. Et où il y aura, comme maintenant, des intervenants qui vont lancer un débat et qui pourront solliciter notamment l'intervention des participants. L'idée, c'était de faire pas des conférences sur un concept, mais de faire en sorte que ce soit un lieu de débat, un lieu de parole, c'est-à-dire un laboratoire où tout le monde a quelque chose pour ajouter ou pour changer, pour transformer un concept. La question du concept, est-ce qu'il s'agit des concepts ou il s'agit des notions? Et comme deuxième rendez-vous, c'est donc les signifiants. Et la question que je me pose maintenant, est-ce qu'il s'agit des signifiants, et pas des concepts et pas des notions? Donc ce sera l'occasion pour débattre de quoi s'agit-il. Et pour ce qui concerne les signifiants, je voulais dire tout simplement deux mots. Et finalement, signifiant, ça rime avec analysant. C'est intéressant, parce qu'il s'agit donc des deux participes présents qui résonnent d'une certaine façon. Et je trouve la chose énigmatique. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces participes présents, c'est-à-dire c'est quelque chose qui participe du présent, c'est-à-dire qui participe de quelque chose qui est près de l'ente, c'est-à-dire près de la chose, près du réel. Et donc, si c'était ça, et le signifiant et l'analysant, dans son travail analytique, serait près de cette chose qui est le réel, une chose qui nous échappe, mais à laquelle on peut s'approcher d'une certaine façon. En tout cas, les concepts ou la notion ou les signifiants des signifiants, c'est quelque chose de très énigmatique. En réfléchissant un peu, je trouve que c'est au cœur de la psychanalyse, qui est elle aussi énigmatique, et que ça valait vraiment la peine de commencer comme deuxième concept, d'affronter cette question du signifiant. Donc je disais, signifiant, analysant, ça rime, ça sonne, ça résonne, et un peu comme dans la rime poétique finalement. Et si on entend, si on écoute Lacan quand il parle du signifiant, et il nous fait part de toute cette énigmatique, de tous ces énigmes que ces mots centrales nous apportent. Et par exemple, une des fragments, je dis fragments parce que Lacan donne des définitions souvent des différents concepts, des différents sens, et ce sont des définitions assez lapidaires, un peu comme les fragments de Nietzsche, et qui sont ouverts à l'interprétation. Dans un fragment, il dit le signifiant et le matériel audible. Donc, j'ai vu que tu as amené des images, mais dans quel sens il dit audible? Est-ce que ça a à faire avec cette rime poétique, cette sonorité, cet signifiant analysant qui nous évoque, qui nous amène quelque part? Il dit encore, un signifiant est la source des significations et non pas dépendance des significations. Donc le signifiant, mystère encore, des petites solutions de l'énigme, c'est une source, c'est-à-dire à partir de laquelle l'eau coule. Et donc ce serait quelque chose qui va au-delà du concept, au-delà de la notion.
Et dans l'investigation analytique, le signifiant a le rôle essentiel, médiateur et primordial. Ah bon, donc on comprend que sur le lit de l'analyse, quelque chose se passe au niveau du signifiant, et ce signifiant a un rôle essentiel et dit médiateur et primordial. Médiateur, la parole. Et ensuite, le signifiant est l'élément guide. Bon, est l'élément guide d'une analyse. Donc, on a bien fait de commencer avec les signifiants, même si, apparemment, c'était pas un concept de la psychanalyse, mais c'était un concept de la linguistique. Et là, on découvre que c'est au fondement de la psychanalyse. Le signifiant en lui-même n'a pas de signification propre. Ah, voilà, c'est quelque chose qui, par lui-même, est insuffisant. Il a besoin de quelque chose d'autre. C'est un manque, c'est un trou. Peut-être que c'est ça aussi qui ouvre un peu son mystère. Je termine avec une autre citation, mais on pourra peut-être après en développer d'autres. Tout vrai signifiant est en tant que réel un signifiant qui ne signifie rien. Vous voyez, tout vrai signifiant, c'est quelque chose qui ne signifie rien. C'est un paradoxe, non? C'est un paradoxe, c'est un absurde. Mais c'est au cœur de l'analyse. Voilà. Donc, je donnerai la parole, mais peut-être avant de donner la parole, parce que je sais qu'après... Peut-être oui, parce qu'un signifiant qui n'est pas en rapport avec un autre signifiant est potentiellement en rapport avec plein de signifiants. Il est là pour ne rien dire, pour être rien, mais ce rien permet la possibilité de s'accrocher à quelque chose d'autre à travers une relation, à travers la source qui peut-être est aussi le sujet. Hein. Ça, j'essaye. Hein. Voilà, je voudrais... voilà. D'où vient une partie de ce travail maintenant? C'est la suite de conversations que nous menons, Henri Fontana et moi, sur des concepts qui nous touchent essentiellement dans notre travail analytique. Et ce qui est apparu dans une des premières conversations que nous avons eues, c'est que deux concepts, puisque ce sont aussi des concepts, pouvaient s'opposer, le concept de concept et le concept de signifiant. Et moi-même, souvent, j'emploie l'un pour l'autre et d'une façon tout à fait fautive. Et donc c'est à partir de cette recherche de ce qu'il est conjoint et de ce qu'il est disjoint que avait démarré une de nos conversations qu'on avait même, sur l'incitation d'Henri, qu'on avait nommée disputation, par opposition à discussion, puisque Henri, bon, peut-être tu seras amené à redire l'opposition entre discussion et disputation. Donc voilà, alors je voulais démarrer un petit peu ou parler d'abord de cette notion de concept, et j'aimerais bien que tu nous dises comment tu situes le signifiant par rapport à ce concept. Alors, en ce qui concerne le concept, il a comme particularité donc d'émerger à un moment chez l'humain. L'humain commence à employer tel terme et on s'aperçoit que ce concept existe de tout temps. Et notamment, c'est tout à fait évident pour les lois physiques. Hein, la loi de la chute des corps n'avait pas besoin de mathématiciens ou de physiciens pour exister. Elle existait avant, mais à un moment donné, également pour Einstein. Einstein a mis des mots sur la relativité, alors que la relativité existait avant.
Donc, ce concept, il a donc le concept a une particularité de se répandre dans l'espace et dans le temps. Alors, est-ce que tu peux nous redire comment tu situes le signifiant par rapport à cet universel du concept? Oui, d'abord, il m'apparaît que la question du signifiant, c'est une des questions fondamentales de la cure psychanalytique. C'est peut-être la question qui est à prendre comme importante dans l'écoute du discours de l'analysant. Je vais faire deux citations, parce que il me semble qu'on ne peut pas travailler la question du signifiant si on ne rattache pas cela à la langue, et si l'on ne fait pas la distinction entre ce qu'est le langage et ce qu'est la langue. Et parce que le langage ne met jamais dans un rapport immédiat ni avec l'être, ni avec le désir. Mais la langue, oui. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il faut prendre la question sur le bord de la linguistique, tout autant que sur le bord du concept. Oui. Je vais faire deux citations. Je commence par ça. L'une est de Ferdinand de Saussure. Alors, Ferdinand de Saussure, c'est un parfait contemporain de Sigmund Freud. Il naît à Genève, à côté de Genève, 1 an après la naissance de Freud à Freiberg. Donc, c'est la même époque. Et Ferdinand de Saussure est un des linguistes qui a travaillé énormément la question de la langue, des langues. Et il dit explicitement qu'il n'est pas possible de faire un travail de linguistique, l'analyse de la linguistique, si on ne s'approche pas d'abord des langues ou de la langue. Et voici ce qu'il nous dit. Vous n'avez plus le droit d'admettre d'un côté le mot et de l'autre sa signification. Vous devez seulement constater le kénome et le sème associatif. Je vais en parler, du kénome et du sème associatif. Mais j'ajouterai à cela une phrase de Jacques Lacan dans les écrits. Un psychanalyste doit s'introduire à l'ordre de la chose en distinguant fondamentalement le signifié du signifiant. À l'ordre de la chose, c'est-à-dire de ce qui reste d'inassimilable dans la chose. Et là, nous touchons tout de suite la question du signifiant qui apparaît donc et que l'on doit constater entre le kénome et le sème associatif. Le kénome, en grec, ça veut dire kénos, ça veut dire vide. Donc vous voyez, déjà, c'est du vide, et non pas du rien. Le kénome, c'est du vide. Dans le langage linguistique, il est signifié de cette façon. On n'a pas de tableau, mais ça fait comme ceci. Ça, c'est le kénome signifiant le vide. Et le sème associatif, le sème, c'est facile à entendre. Nous avons sémeios, sémeion, et le sème, eh ben, en grec, cela veut dire témoignage. C'est-à-dire que l'instant du signifiant, et non pas le signifiant lui-même,
Mais l'instant du signifiant est un témoignage. Le témoignage du sujet qui parle. Il fait entendre quelque chose au moment où il parle. Cette question du parler, donc il faut la mettre au regard de ce qu'est le langage aussi. Et que le signifiant, qui est donc, comme je le disais à l'instant, le témoignage de quelqu'un qui parle, mais parler, ça ne suffit pas. Et en analyse, on le sait, parler ne suffit pas. Il faut encore se nouer à ce que l'on dit quand on parle. Freud appelait ça anknüpfen, se nouer à ce que l'on dit. Signifiant, en latin, significans, c'est-à-dire qui donne à entendre. Alors, plus qu'un mot, il ne s'agit pas de mots, comme disait Saussure il y a longtemps, vous ne devez pas rattacher le mot et le mettre à côté et au regard de la signification. Mais significans veut dire qui donne à entendre, au moment où ça se donne à entendre. Quelque chose m'a interpellé dans ce que tu disais, Paolo, tout à l'heure. Ce n'est pas un... Je pense que le signifiant n'est pas un mot. Je suis un peu opposé à toi là-dessus. Ce n'est pas un mot, mais ça révèle du sujet parlant un instant qui ouvre donc au kénome et par le kénome au sème associatif. C'est-à-dire à quoi ça va s'associer. Et cet instant-là est un instant qui n'a rien à voir ou qui n'a plus à voir avec le langage. C'est un instant comme en suspens de quelque chose qui va être dit. Et c'est essentiellement une coupure dans le discours, une coupure dans le langage, une faille. Le signifiant, c'est une faille dans le langage. Et c'est une faille, et le signifiant, dans la perspective ou dans l'expérience linguistique, le signifiant, lui seul, je souligne ça, lui seul fait apparaître l'ensemble de ce qui se dit, et lui seul garantit la cohérence de l'ensemble comme ensemble. Il faut tout de suite que nous pensions que nous sommes à l'opposé, là, déjà, lorsque je dis ça, de la question du signifié. Pour l'instant, vous entendez peut-être que rien n'est signifié, sauf que quelque chose est du son, mais pas seulement du son, un vocable va donner à entendre et à garantir la cohérence de l'ensemble comme ensemble. Lacan appelait cela la cohérence primaire, qui se donne à entendre de l'ensemble comme l'ensemble, entendons de l'ensemble du sujet parlant. Il appelait ça la cohérence primaire et il la rattachait à l'écoute que l'on peut faire de l'enfant quand il jacule des mots, des bribes de mots. La cohérence primaire. Donc, le signifiant oppose au moment où il advient. Ce temps, souvenez-vous du kénome, qui va appeler un sème associatif. Il oppose entre eux les éléments irréductibles du langage, donc qui sont loin de la signification. Et il permet de distinguer cet instant du kénome. Retenons, je le dis là parce qu'en grec ça veut dire vide, hein, le kénome, donc cet instant du kénome permet de distinguer l'objet phobique signifié, par exemple, par le locuteur, celui qui parle,
qui permet de le distinguer de l'objet perçu dans cette faille par la signifiance qui est dite. Ce qui va nous amener à dire que le sujet, à ce moment-là, disparaît dans le signifiant qu'il devient. C'est-à-dire, il disparaît dans quelque chose qui devient. Vous avez soulevé tout à l'heure qui appelle d'autres signifiants, bien sûr. Mais c'est cet instant-là qui est l'instant de la signifiance, c'est-à-dire de ce qui donne à entendre. Et vous comprenez déjà peut-être que nous ne sommes pas dans la signification, et déjà je peux me poser en opposition avec toute une théorie du psychologisme qui voudrait que l'on parte de ce qui se dit pour en donner de la signification. C'est à l'opposé du signifié, significatus. Entendez, significatus, en latin, qui veut dire qui désigne. Le signifiant ne désigne pas, mais le signifié désigne. Et nous avons là toute l'aventure psychanalytique entre ces deux choses. Et le signifié est un concept. Le signifié est un concept qui désigne pour renvoyer, mais pour renvoyer à quoi? Pour renvoyer toujours d'une signification à une autre signification. Et ça ne mène pas bien loin que d'être renvoyé d'une signification à l'autre. Ce qui nous amène à préciser que dans le langage, la structure même du matériel de langage, il faut la considérer sur deux niveaux. Le psychanalyste se doit, dans l'ordre de la chose, comme disait Lacan, la considérer sur deux niveaux, le synchronique et le diachronique. Synchronique, synchronos, en grec, ça veut dire qui tombe en même temps que le temps, en même temps où ça tombe. Le temps n'est pas différent du moment où ça tombe. Ça tombe en même temps. Le diachronique, c'est quelque chose de ce qui s'est passé dans le temps diachronique et tout au long du temps. En d'autres termes, c'est de la remémoration, le diachronique. Et donc, ça nous fait coller à la signification que l'on connaît déjà ou que l'on pense connaître. Alors que le synchronique, le signifiant, c'est le moment synchronique du temps où ça se passe. C'est donc le temps du signifiant, et en tant que chiffre, le 0 symbolise la place du signifiant. Le 0 du sens. Tout à l'heure, on a tout de suite parlé de la question du sens, je n'en suis pas là, le 0 du sens. Et en tant qu'action, c'est ce que nous appelons le trait unaire qui indique la place où est accrochée la fonction du signifiant. Dans ce trou-là, il faut dire quelques mots sur la question du trait unaire. Elle est fondamentale. Vous savez que Lacan a tiré cette expression de l'expression allemande Einziger Zug. Einziger Zug en allemand, cela veut dire simplement, dans la langue parlée, action unique. Ou même porte le sens, Einziger porte le sens de extraordinaire. Donc, le temps, le moment du signifiant ouvre à l'action unique et extraordinaire de celui
qui est en train de parler. Mais cette question du trait unaire, eh bien, elle est la marque. Donc vous entendez déjà que c'est une question singulière, une question du singulier parlant. Elle est la marque distincte qui lie le sujet à ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce qui fonctionne. Le trait unaire, ce n'est pas un alphabet. Le trait unaire, c'est ce qui fonctionne comme support de la différence. Là, en disant support de la différence, je lâche un mot extrêmement important, le mot de différence. En grec, nous disons diaphora. Quand nous parlons français, c'est grec que nous parlons. Si vous entendez différence, c'est quasiment pareil que diaphora. Ça vient strictement du grec. Et diaphora, cela veut dire qui traverse, qui fait un trou, foreign, forêt, qui fait un trou dans la signification, dans le savoir. La différence est extrêmement importante. On peut peut-être parler de concept de différence, mais je préférerais dire ou l'agréger à ce que l'on appelle un universel. La différence, la diaphora, c'est un universel. Vous savez sans doute qu'il y a eu, dans la querelle des universaux, il y a eu un moment absolument extraordinaire dans la civilisation occidentale. C'est au IIe siècle, à l'école d'Alexandrie, une querelle des universaux qui fut définitive. Parce qu'elle reprenait... Je fais une parenthèse pour me rappeler que Jacques Lacan dit ceci. Notre doctrine du signifiant ne se fonde pas sur l'assomption des archétypes divins. Écoutez ça. Notre doctrine du signifiant ne se fonde pas sur l'assomption des archétypes divins, mais se fonde sur les langues qui sont ou qui furent effectivement parlées. Voilà où j'en viens à ce que tu disais tout à l'heure. Il s'agit donc de référer le signifiant à du vocal, à de la vocale. Et à l'école d'Alexandrie, dans cette querelle des universaux, on avait pris les universaux d'Aristote, le genre, l'espèce, la définition, le propre et l'accident. Le genre, l'espèce, la définition, le propre et l'accident. Disait Aristote, voilà des universaux pour tous. Or, l'école d'Alexandrie, avec Porphyre en particulier, s'était dit, il y a quelque chose qu'il faut isoler dans ces universaux. C'est la définition. La définition, il faut l'isoler des universaux et mettre à sa place la différence. Parce que la diaphora, intervient grâce au vocal. C'est-à-dire quelque chose qui, on va dire, entre dans cette faille du kénome que je mentionnais tout à l'heure, une vocale qui n'appartient pas à la signification, parce que la définition aristotélicienne était une définition
qui se rattachait à la signification des choses. À la signification. D'ailleurs, en grec, encore une fois, définition, ça se dit orismos, du verbe orizo, qui nous a donné horizon en français, et qui veut dire limiter, mettre une limite. La signification, donc la définition, met une limite aux choses. Et dans la cure analytique, nous savons très bien que le propos n'est pas de mettre des limites. C'est au contraire de laisser la voix s'exprimer, c'est-à-dire le parler s'exprimer, pour qu'il fasse entendre à un moment donné, dans ce kénome, dans cet instant du kénome, qu'il fasse entendre ce qu'il n'avait même pas prévu. Et donc, ils ont considéré, au IIe siècle, que la différence, c'était un universel. En d'autres termes, on pourrait appliquer ce que je disais tout à l'heure, le signifiant devient un universel, mais pas la signification. La signification est un orismos, c'est-à-dire une limite qu'on a donnée, une règle, une limite. Et donc, elle apparaît comme quelque chose de très fort, cette différence. Et je disais donc que le trait lunaire intervient comme marque distincte, donc cette fois, qui lie chaque sujet à ce qu'il lit, et qu'il le lit parce qu'elle fonctionne comme support de la différence. J'ai en mémoire une phrase de Jacques Lacan qui, un jour, en 71, dit « Le trait lunaire a une succursale. Le trait lunaire, c'est ce que je dis. Voilà, le trait lunaire, c'est ce que je dis. » Et il ajoute « c'est-à-dire la différence ». Il emploie ce terme, c'est-à-dire la différence. Et à côté de ce que je dis, subsiste encore un, puis encore un, puis encore un. On est dans la chaîne des signifiants. Ça nous amène à... je m'excuse. Non, mais je t'en prie, c'est passionnant. Qu'on continue. Ça nous amène à quelque chose d'extrêmement important grâce à ce trou à cette faille, on va l'appeler. Hein. D'ailleurs, j'ai noté une phrase intéressante dans le séminaire 16 où Jacques Lacan dit « Il faut mettre le signifiant dans le trou du discours pour que l'ensemble tienne. » Et il y a quelque chose qui arrive ici et qui m'apparaît extrêmement important dans la cure, c'est qu'il est nécessaire qu'à un moment donné, une rupture se fasse. J'ai dit tout à l'heure que le signifiant est une rupture, est quelque chose qui entre comme une rupture dans le langage auquel on est habitué. Et donc, il est important que cette rupture doit se faire, rupture avec l'ontologie de sens commun, qui, elle, est issue d'un aristotélisme scolaire, qui sous-tend toujours, et toujours vivace, le triangle sémiotique, mot, concept, référent. Vox, conceptus, res. Et qui renvoie à un signe, et qui conduit ce triangle sémiotique, conduit à une langue visuelle, à une pratique conceptuelle, et une pratique conceptuelle en vue d'une préconception inutilisable.
Parce que la préconception, elle est gagée par une ontologie des substances en quête de signification et de définition. J'y reviens. En quête de signification et des définitions. Et cette quête de signification et de définition, comme dit l'adage scolastique, aliquod stat pro aliquo, c'est-à-dire une chose tient lieu d'une autre, s'il n'y a pas de rupture dans ça, eh bien, on reste dans le registre de la signification et de la définition. Définition, rappelez-vous, en grec, ça dit orismos, c'est-à-dire qui met un horizon. Le mot horizon vient de là, horizo, nous mettons une limite et on ne la dépasse pas. Donc il est nécessaire à un moment donné d'abduquer, de sortir de ce chemin du modèle du signe vers un modèle de passe. Et le modèle de passe, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le kénome, c'est le signifiant. C'est ce qu'il convient d'appeler le par-lettre. Le par-lettre. Et le par-lettre est l'instant de la transformation qui est celui d'une perlaboration qui distingue les pulsions de vie, de mort, entre ce qu'on appelle S1 et S2. S1, c'est le signifiant maître, dans lequel on trouve le trait unaire, et S2, c'est le savoir inconscient. Et entre les deux, on peut nommer l'instant du par-lettre, on peut le nommer le désêtre de la signification. Parce que la signification, qui n'est pas le signifiant, entendez bien, maintient le sujet dans une suffisance de surface. Et fait manquer sa place à l'articulation signifiante de notre rapport à l'être. Je disais que le kénome, donc au plan du signifiant, le kénome est un passage. Il représente donc une perspective qui va du signifié vers des signifiants indéterminés. Et le sème associatif, c'est une vocale. Tout à l'heure, j'ai symbolisé le kénome comme ceci. L'instant, qui est comme un instant de suspens, et le sème associatif, qui est une vocale, je le signale comme ceci. Et le sème associatif, qui intervient chez le sujet parlant, c'est l'unité qui constitue le signal dans le discours, le signal minimal de tout sujet signifiant. Je dis sujet signifiant. Et vous voyez que signifiant devient un adjectif. Un verbe, pas un adjectif, un verbe au participe présent. Ceci, le sème associatif. Et ces deux cavités, malheureusement on n'a pas de tableau, ces deux cavités se différencient par leur orientation spatio-temporelle vers l'avant, ce qui était avant, et vers l'après, qui n'est pas encore là. C'est l'instant du temps synchronique. Et elle se différencie plus ontologiquement, elle ne se différencie plus ontologiquement entre langage et pensée. Contrairement à la langue, le langage n'est pas une expression naturelle. Le langage est constitué par des lois. Lacan disait, et les lois
nous apprennent aussi ce qu'elles excluent. Donc le langage n'a pas de rapport immédiat ni avec l'être, ni avec le désir. Ça ne veut pas dire qu'elle n'en ait pas, mais n'a pas de rapport immédiat, ni avec l'être, ni avec le désir, et les signifiants ne sont pas donnés par le langage. Ils ont à être, dans ce dessin que je vous faisais, ils ont à être constitués par la langue, et l'exercice de la langue trébuche dans le signifiant. C'est dans, je cite Lacan, c'est dans le rapport à l'être que l'analyste a à prendre son niveau opératoire. Et il doit s'introduire à l'ordre de la chose en distinguant fondamentalement le signifiant du signifié. Ce que l'on ne fait quasiment jamais. On prend souvent le signifiant pour du signifié. Ou du concept. Oui, ou du concept. Oui, oui, bien sûr. À l'origine, rien n'est déterminé, rien n'est défini. Nous sommes sans ressources et sans expérience. Comment s'appelait-il? Je cherche le nom. C'est ce qu'on appelle la païronne. Hein. Et de la vie n'émane aucune signification. Voilà notre destin nécessaire. Notre ananké. Hein. En grec, on appelle ça l'ananké. C'est notre destin. Et la nécessité a son importance. Peut-être que tout à l'heure j'en parlerai. Donc, la pensée que nous pouvons avoir ne subsiste que, je souligne le que, d'une articulation signifiante en tant que faille. Faille qui se donne dans l'indéfini du langage. Et là, Jacques Lacan exalte la barre qui sépare le signifiant du signifié. Cela le conduit à isoler la voix du parlant. Je nous rapporte à ce qu'avaient découvert, ce qu'avaient institué les vocalistes à l'école d'Alexandrie, dont je parlais tout à l'heure, et qui ont introduit la différence dans les universaux. Parce que c'est la différence, ou plutôt la différence se fait entendre quand on parle, se fait entendre par la voix comme objet A. Et permet de l'incorporer, la voix, voilà ce qui est important, l'incorporer comme l'altérité de ce qui se dit. On dit les choses, et l'altérité, c'est la voix. Et l'objet, qu'on appelle l'objet A apparaît dans la faille de l'articulation signifiante. Et c'est là, dans cette faille, que proprement, le propre, c'est aussi un universel. Le genre, l'espèce, la différence, le propre et l'accident. C'est là que proprement se dit le je. Et c'est là que le je s'engage dans le dessin que je faisais tout à l'heure, ceci et ceci. Et qu'il s'engage il s'engage, le je, par le signifiant qu'il devient. Par le signifiant qu'il devient. Et vous savez tous, comme moi, qu'au je, à la question du je, au je, on ne s'adresse pas. Jamais. Quand on parle, on ne s'adresse au je.
C'est lui, le je, qui s'adresse, ou qui adresse. Et il s'adresse, et il adresse le je avec ses deux faces de désir et de fonction. Pas me trouver, moi, avec tout ça. Peut-être je peux faire un ou deux commentaires. Ouais, j'interviendrai. C'est très, très complet et passionnant ce que tu viens de nous dire. Hein. Alors, il y a peu de choses que je peux ajouter parce que voilà. Mais ce qui me paraît aussi intéressant, c'est l'opposition entre la singularité et l'universel. Oui. En ceci que autant le concept est en soi universel, lorsque je nomme un concept, il est universel, autant justement, et c'est ça peut-être ce que Lacan nous a amené, c'est le fait qu'un signifiant est unique. Il émerge effectivement dans le discours de l'analysant, et il émerge ex nihilo. Hein. Voilà. À partir du vide dont tu parlais, il y a quelque chose qui émerge du vide et qui est insignifiant. Le kénome. Voilà. Absolument, je connais rien en grec, mais je te fais confiance. Ça veut dire vide. Voilà. Donc de ce vide émerge insignifiant et il est unique et peut-être il ne se répétera même pas. C'est juste. On peut le rater. Alors voilà. Et on le rate. Voilà, on le rate. Alors est-ce que... Et quand on le rate, on va du côté du signifié. Voilà, alors est-ce que de l'avoir raté. Quelle est la responsabilité de l'analysant ou de l'analyste à ce moment-là pour indiquer qu'il y a eu quelque chose qui est sorti du vide, ouais, et qui... Du kémos, le but. Voilà. Alors donc c'est une opposition avec en même temps c'est universel, donc c'est formidable, quoi. On est en train de parler de la singularité la plus extrême, mais c'est universel. Bon, bien entendu, il y a ce célèbre livre de Serge Leclerc, Psychanalysé, où il développe justement dans tout son livre l'émergence d'un signifiant, hein, qu'il dit étant... Bon, par la suite, on a compris qu'il parlait de sa propre analyse avec Lacan. Dans le livre, il le présente comme émis par un de ses patients, hein, ce fameux borborigme Porgelli, hein, qui a cette fonction de signifiant. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Bon, Serge Leclerc avait une structure extrêmement obsessionnelle et un fonctionnement très obsessionnel, et lorsqu'il a pointé ce signifiant Porgelli, il en a fait, alors pour le coup, son universel. Mais s'il fait son universel, c'est plus universel. Voilà. C'est du singulier. Voilà, c'est du singulier, mais ce qui m'a un peu gêné a posteriori, non pas quand je l'ai lu, parce que j'avais trouvé ça tout à fait formidable, hein, et tout à fait explicite, c'est que tout serait... Presque tout son être serait dans ce signifiant, à travers le rêve à la licorne, etc. Vous vous souvenez. Donc ça, c'était peut-être une réponse que lui apportait, qui venait de sa structure, et qui répondait à son attente à lui. Bon, voilà. Un autre petit commentaire, après pas autre chose. Son être est dans le signifiant qui s'énonce. Voilà, donc c'est là où il y a quelque chose qui rejoint l'ontologie, ouais, hein, c'est son être qui s'incarne. Alors moi, c'est vrai qu'à l'époque, étant moi-même assez obsessionnel, j'ai trouvé ça merveilleux, quoi. J'ai adoré ce livre en me disant, mais ça y est, c'est là où on a chacun à retrouver ce Porgelli personnel qui va résoudre nos problèmes.
Un autre point, effectivement, c'est tout à fait fondamental ce que tu as ramené sur la notion de synchronie et de diachronie. Là, voilà, alors, comment l'un et l'autre s'expriment? Bon, alors cette synchronie, effectivement, entre ce S1 et ce S2, hein, ça dit quoi? Ça dit que lorsque une jaculation sort de ma bouche, eh bien, je n'ai pas accès en même temps à mes motivations, pour le dire. Il y a quelque chose qui s'y oppose et qui est cette barre. Cette barre infranchissable synchroniquement. C'est-à-dire qu'au moment de cette énonciation, eh bien, il n'y a pas d'accès pour moi à ma motivation pour le dire. Par contre, où va intervenir la diachronie, c'est que, éventuellement, si cette énonciation n'est pas source pour moi d'une grande angoisse, eh bien, je vais pouvoir, l'instant d'après, avoir accès à ma motivation pour avoir fait cette énonciation. L'instant d'après. C'est-à-dire que cet instant d'après, ce qui va me venir à la conscience, eh bien, ce savoir qui s'était exprimé au moment de cette énonciation vient maintenant en position de signifiant, à nouveau. C'est-à-dire revient en position de S1. Signifiant maître. De signifiant maître, oui. Voilà. Mais il y a forcément un certain laps de temps qui s'est écoulé. Ça peut être une demi-seconde, ça peut être 1 heure, ça peut être une vie, ça peut être... tout dépend de l'angoisse qui est générée par ce passage. Dernier point, et j'arrête, c'est que, donc, quelle est la structure de cette barre magique qui fait que, à un moment donné, je n'ai pas, lorsque j'énonce, lorsque je suis dans l'énonciation et que je dis je n'ai pas accès à ce moment synchronique de ma motivation parce qu'il y a une barre qui s'y oppose, mais l'instant d'après, je peux avoir une conscience tout à fait satisfaisante de ma motivation de l'instant d'avant. Quelle est la structure de cette barre magique qui était totalement infranchissable et qui l'instant d'après n'est plus là? Eh bien, Lacan nous incite à dire que cette barre qui évoque la barre saussurienne, oui, n'a pas la structure de la barre saussurienne, mais a une structure d'anneau de Möbius. C'est-à-dire que la particularité de l'anneau de Möbius, hein, qui est telle qu'il n'a qu'une seule face, mais que cette face, elle est coupée en deux par la matière de cet anneau de Möbius, eh bien, l'instant d'après, je suis en face de ce S2 précédent qui vient en position de signifiant maître. Hein? Donc il y a ce glissement permanent dû au parcours de cette barre qui est très particulière, qui est une barre qui a une structure d'anneau de Möbius. Dès l'instant où je réalise que cette barre a une structure d'anneau de Möbius, eh bien, j'ai un accès à ce qui auparavant aurait pu me paraître totalement magique. Comment est-ce que je ne pouvais qu'ignorer ma motivation et maintenant je l'ai devant moi. Cette structure topologique permet de rendre compte de cela. Lacan exalte cette barre. Oui. Il exalte cette barre afin d'isoler la voix dans le discours, d'isoler la voix et d'en faire, et faire de la voix l'autre de ce qui se dit, l'autre de ce qui est en train de se dire. Donc, c'est l'objet petit a. La voix devient l'objet petit a dans ce qui se dit. D'où l'importance que je notais tout à l'heure
de cette expérience des vocalistes, c'est comme ça qu'on les appelait au IIe siècle à l'école d'Alexandrie, l'importance d'avoir intégré la diaphora, la différence, qui ne s'entend que de la voix humaine. On l'appelait à l'époque une vocale. Alors effectivement, par exemple, pour ce qui est du lapsus, eh bien, c'est une exacerbation de cette différence. Je pensais que j'étais en train de dire A, et en fait j'ai dit B. Donc je fais surgir, cette différence surgit à mon oreille, après ma voix, mais l'instant d'après. Et je peux mesurer par les conséquences subjectives de ce lapsus, cette différence que je méconnaissais. La différence. Pas cette différence. La différence. Entendez le mot grec, la diaphora. C'est le même mot, hein, différence, diaphora. Ça veut dire dia à travers, qui vient faire un trou, phora, le verbe forer en français, qui vient faire un trou dans la pensée et dans ce qui se dit. C'est ça l'exaltation de la barre lacanienne entre le signifiant et le signifié. D'ailleurs, on trouve très facilement, et tu m'en as envoyé un d'ailleurs sur Internet, des célèbres lapsus d'hommes politiques, de journalistes. On va la raconter, celle que je t'ai envoyée. C'était un lapsus absolument magnifique dans une émission religieuse du dimanche matin où il y avait un jeune séminariste qui parlait à la télévision et qui racontait son expérience devant l'auditoire qui était là, à la télévision, mais aussi à la télévision, c'est-à-dire devant tous les téléspectateurs qui étaient branchés. Et il raconte à un moment donné, l'animateur lui dit comment vous organisez-vous sur cette question qui vous amène à choisir la vie sacerdotale pour vie quotidienne. Et il dit quelque chose comme ça, il dit mais on se soutient les uns et les autres, je vais retrouver la musique, et on se soutient les uns et les autres, et oui, c'est intéressant. Il n'y a que le lapsus que j'ai dans l'oreille, évidemment. Ce qu'il voulait dire... Elle dit, on se soutient, il voulait dire, on se soutient les uns les autres, et oui, il dit on se soutient les couilles, ou quelque chose il emploie le terme de couilles à la place. C'est ça. Hein? Les coudes, voilà, c'est ça, c'est les coudes. Voilà. On se tient les coudes et il dit on se tient les couilles. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et là, on est dans quelque chose qui est très très important parce que dans ce que Lacan, de cette exaltation, où il exalte donc la barre entre le signifiant et le signifié, il isole la voix pour en faire l'objet A, qui devient l'autre, l'altérité du discours. Oui, parce que le présentateur, lui, insistait sur le fait, est-ce que c'est pas trop difficile de ne pas avoir de vie sexuelle? C'était très précis, là. C'est très précis, la question du présentateur. Et il dit, au lieu de dire, bah non, on se tient les coudes, bah non, on se tient les couilles. Voilà. Ce qui indique dans l'incise que tu donnais, c'est dans la signifiance advient toujours une part de vérité. Voilà.
C'est là où j'indiquais tout à l'heure ce qu'il en est de cette barre et du passage S1, S2. Ce temps S1, S2, ça peut durer une seconde là on le voit d'ailleurs la tête de ce pauvre garçon là entre les coudes et les couilles. Ça lui a pas duré. Il essaye de garder Ouais, moi je l'ai admiré. Je trouvais qu'il ne s'est pas laissé abattre. Voilà. Il a continué son discours. Donc il y a un temps. C'est le temps pour comprendre. Il peut durer une demi-seconde, ou il peut durer le temps d'une séance, ou le temps de 10 séances, ou le temps de presque toute une vie. Et c'est cette superposition, ce parcours de cet anneau de Möbius, la longueur, on va dire, de cet anneau, qui peut être tout petit ou il peut être très très grand, demandant un temps considérable à parcourir un demi-tour. Plus on éprouve de la résistance, voilà. Quand de latence et de long. Voilà. Une chose que je voulais dire très brièvement, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, finalement le travail analytique, c'est d'apprendre, je ne trouve pas notre verbe, je sens qu'il n'est pas le bon, apprendre à pratiquer les signifiants à la place du concept. Ah oui. C'est même pas apprendre, parce qu'on n'apprend pas le signifiant. C'est prendre. Faire surgir de ce kénome, de ce moment vide. Oui, et donc cette pratique qui dure des années vise à mettre en rapport ces sons, cette parole, avec l'être et avec le désir. C'est-à-dire avec la conjonction du mot, l'être et le désir, et donc la voix, les concepts meurent et se transforment en signifiants. Donc on pourrait dire qu'on est dans les lits, sous les lits du signifiant, en analyse. Ça, c'est le travail à faire. Et peut-être une autre chose, on parle concept, je pense à moi et à nous aussi, quand l'angoisse est très haute. Si l'angoisse est très haute, on n'arrive pas à être dans le signifiant. Quand la quoi? L'angoisse. C'est-à-dire ce travail analytique, donc d'une langue, d'une parole effectivement parlée, comme tu dis, c'est-à-dire cette pratique d'une parole qui n'est pas une pratique des phrases déjà constituées, des mots figés, des discours déjà entendus. C'est une pratique qui amène donc cette parole effective, je souligne le mot effective, qui a des effets. Et parmi les effets, c'est aussi de baisser l'angoisse et de permettre de faire surgir les signifiants. Donc au cœur de l'analyse, aujourd'hui, vraiment, pour moi, une découverte, c'est les signifiants. Mais je trouve important ce que tu as dit, parce que je vais revenir à la question du diachronique, parce que par rapport au synchronique, tout à l'heure, je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, non, je crois que je ne l'ai pas dit encore, vers la fin de sa vie, Sigmund Freud il était déjà à Londres, et l'Encyclopædia Britannica lui a demandé d'écrire un petit article sur la psychanalyse dans l'Encyclopædia Britannica. Il l'a fait, vous pouvez vous y référer, et c'est là qu'il, après toute sa vie, toute sa carrière, c'était les derniers mois de sa vie, il écrit la psychanalyse est plus une science de l'inconscient qu'un traitement thérapeutique. Il écrit ça à la fin de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne soit pas un traitement thérapeutique, mais une science, un savoir de l'inconscient, dit-il. Et je remémore cette pensée freudienne pour dire que la psychothérapie réside dans le diachronique. Et la psychanalyse, l'instant du synchronos, c'est-à-dire là où la voix tombe en même temps que le temps, c'est le lieu
intéresse précisément la psychanalyse. Autrement que la psychothérapie qui, elle, abonde dans le diachronique. Le diachronique, je répète, diachronos, c'est-à-dire qui s'organise dans les traversées de ce qui fut vécu dans le passé. Alors que le signifiant, c'est du synchronos. Oui, oui. Alors justement, à ce niveau-là, pour ce qui est justement du terme diachronie, effectivement, je pense que, je l'emploie pas du tout dans le sens de la linguistique. Dans le sens de la linguistique, c'est ce que tu indiquais, c'est-à-dire au fil des temps, au fil du temps, comment des mots, des concepts ont évolué. Moi, je l'emploie dans un sens beaucoup plus restreint, qui est celui qui me sert dans la pratique, c'est-à-dire ce qui s'oppose effectivement à la synchronie. C'est-à-dire que dans la synchronie, ou dans la métaphore, on va dire, dans la synchronie des signifiants qui sont évoqués à chaque phrase où je commence par « je », eh bien, il y a une partie qui est effectivement non accessible. C'est dans la synchronie. Et c'est ce qu'on retrouve dans la métaphore. Quand j'emploie un mot à la place d'un autre. Non accessible, c'est pour ça que Lacan dit un signifiant appelle un autre signifiant. Voilà. Mais la diachronie, dans ce que j'utilise moi, c'est le fait que, par contre, là, dès l'instant où je parle, eh ben, ça met du temps. C'est-à-dire qu'il y a le moment du début d'une phrase et le moment du point final. Et puis après, il y a à nouveau un autre sujet qui a... C'est le récit. Voilà, le récit, il y a à nouveau un jeu, éventuellement, il y a un autre sujet. Chaque sujet est différent et pour moi, c'est là où j'utilise le terme de diachronie. C'est parce que c'est le temps de comprendre, le temps pour comprendre que j'ai fait un lapsus, le temps pour comprendre que lorsque j'ai dit telle chose à mon analyse, j'avais telle motivation. C'est le moment de conclure. C'est tout ce processus-là. Ça me plaît bien que tu dises ça parce que, mais ça ne contredit pas ce que je disais, parce que c'est le temps de la psychothérapie. C'est le temps où s'installe le sujet dans le traitement, dans sa thérapie. Il lui faut traverser ce temps. Voilà. Chronos, ça veut dire traverser le temps. Hein, traverser ce temps. Mais moi, je le prenais uniquement au rapport, ou au regard de ce qui m'intéressait, qui nous intéressait aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de situer le signifiant. Et le signifiant, il ne se situe fondamentalement que dans le synchronique. Synchronos. Voilà. En grec, synchronos, ça veut dire syn avec, chronos, le temps. On est sur cette structure d'anneau de Möbius, qui nous accompagne, qui accompagne nos énonciations. Et alors là-dedans, où est-ce qu'il est cet objet theta? C'est une question. Eh bien, justement, on peut tout à fait le construire. C'est là où c'est amusant. C'est que cet objet theta, on peut le construire à partir d'une espèce de complémentation qu'on mettrait sur cet anneau de Möbius. Si je couds une pastille le long du bord d'un anneau de Möbius, puisqu'un anneau de Möbius a un bord, ça n'a qu'un seul. Donc j'ai formellement le droit de coudre sur ce bord quelque chose qui a aussi un bord. Bord à bord, je peux faire du raccommodage bord à bord, je peux faire de la couture bord à bord. Et si ce que je couds donc à un bord, mais à deux faces, enfin, c'est-à-dire si c'est une pastille, eh bien cette pastille, je peux la coudre sur cet anneau de Möbius qui sépare S1 S2. C'est l'hostie. Quoi? C'est l'hostie. Voilà, c'est l'hostie. L'hostie.
La rustine, pas l'hostie, la rustine. Voilà, cette rustine que je couds dessus, eh bien, ça fait émerger une nouvelle structure, donc qui est ce plan projectif, qui est ce qui nous accompagne au fur et à mesure de nos dires. Hein. Il est là. Mais la question est juste, hein. Celle que vous soulevez, elle est très importante entre le synchronique et le diachronique. Ça m'apparaît important, c'est juste. Moi, j'essayais de cerner l'instant du signifiant, et ça nous fait ensuite entrer dans l'effet d'une pratique dans la cure. Hein. Pour revenir au S1, S2, c'est-à-dire, et là, reprendre dans son intervention psychothérapeutique freudienne, chez Freud, il rappelle la question des pulsions. Pulsions de vie et de mort. Là, on est vraiment dans la pratique diachronique du temps, si on traite les questions. Et il s'intéresse à cela en disant que les pulsions se mélangent. Il appelle ça Mischungstreiben, les pulsions qui se mélangent. Mais le voilà, disons thérapiquement, en difficulté, parce qu'elles se mélangent, dit-il, elles s'entrelacent, verschränken, elles s'entrecroisent, verschlingen, il emploie comme ça tous ces termes, les deux pulsions se mélangent. Mais pour lui, et là on est vraiment dans le diachronique, pour lui la question c'est, il devient important et nécessaire de les désintriquer. Désintriquer la pulsion de vie de la pulsion de mort. Je viens de dire une expression, il devient nécessaire. Vous avez peut-être senti ou imaginé que je m'intéressais beaucoup à la langue, au parler des langues, de la langue, des langues. Et ça m'apparaît extrêmement important. Je soulève le nécessaire chaque fois qu'on le dit pour faire entendre que lorsque nous prononçons ce terme nécessaire, nécessité, nous évoquons et nous réalisons un terme latin. Et en latin, necessitas, ça veut dire l'instant le plus intime avec soi-même, le plus proxime de soi. Donc, la nécessité, ça avait fait d'ailleurs, ça avait conduit les latins à utiliser ce terme et à en inventer un autre qui s'appelait la necessitudinis, necessitudines. Les nécessaires, au pluriel, c'était les parents. Voilà comment on appelait les parents chez les latins. On les appelait nos nécessaires. C'est-à-dire ceux qui nous indiquent, nous ramènent au point le plus intime de ce qui regarde l'être de sujet que nous sommes. Et parce que c'est ça, la question du par-l'être, c'est arriver à l'être que nous sommes, hein, à parler l'être que nous sommes, mais pas seulement à raconter plein de choses. Et donc, entre le S1 et S2, Freud intervient et dit que cette désintrication, c'est tout le travail de la thérapie, on va le dire comme ça, hein, entre la pulsion de vie comme inclination au désir et à la jouissance, et la pulsion de mort, ce désintriquement, je ne sais pas comment dire, la pulsion de mort comme contentement et accoutumance d'une suffisance de surface. On se suffit dans la psychothérapie, c'est là où il y a un manque à être. Hein. On se suffit de constater ce contentement d'accoutumance
à la suffisance de surface qui se défend de toute représentation d'inévitabilité de la mort, c'est-à-dire qui obère même le réel de la mort. Et voilà un point extrêmement essentiel, et peut-être l'évolution de la psychanalyse nous fait prendre cette distance que l'on peut tenir entre le S1, c'est-à-dire signifiant maître trait lunaire, et le S2 qui est le savoir inconscient. Il s'agit bien d'un savoir inconscient. Et dans cette désintrication, eh bien, la théorie devient proprement inutile. Inutile. Elle ne crée pas. Ça me rappelle un axiome qui a été extraordinaire au IXe siècle. Vous connaissez peut-être, sans doute, je ne sais pas, peut-être, sans doute, Jean Scott Erigen, qui était le conseiller du roi de France, un Irlandais qui était conseiller du roi de France et qui a fait un traité absolument remarquable, un traité de 4000 pages sur la nature, les subdivisions de la nature, et il la subdivise en 4 plans, c'est-à-dire la nature non créée, dit-il, qui crée, c'est une supposition, la nature non créée qui crée, la nature créée qui crée, la nature créée qui ne crée pas. Mais si nous disons que la nature créée ne crée pas, il nous faut aussi dire que la nature non créée ne crée pas, ne cesse pas de ne pas créer. Et je trouve que ça donne la place à ce que l'on peut considérer dans la cure comme l'instant de la signifiance. Je rappelle le Kenome qui appelle le sème associatif avec ses 2 dessins, et tout passe, le par-l'être, le parler de l'être passe dans cette phase. C'est Freud lui-même qui parle de cette essentialité qui consiste à désintriquer les SE, je prends Lacan là, S1, E, S2, par la désintrication des pulsions. J'ai employé désintriquer, hein, je n'ai pas dit délier moi, j'ai dit désintriquer, c'est-à-dire qu'il faut les comprendre, et l'une et l'autre en même temps, elles sont en même temps, hein, elles ne sont pas à délier, elles sont à entendre l'une en même temps que l'autre. Et la pulsion de mort est la pulsion qui nous met dans une suffisance de surface. C'est-à-dire la pulsion de mort comme accoutumance à cette suffisance-là qui, en fait, obère, à mon sens, obère le réel lui-même de la mort. Je vais un petit peu aller dans un sens particulier qui est celui de la religion et de la doctrine, par exemple, de Paul de Tarse, hein, qui supprime dans son enseignement la mort elle-même. Il la supprime. Il a cette phrase au Galates qui dit « Mort, où est ta victoire ?» Vous connaissez la phrase. Et donc, tout son enseignement est fondé sur la théorie de la résurrection des corps et des morts. Et là, avec Freud, ce n'est pas une suppression de la mort, ce n'est pas une idée que l'on ne meurt pas, mais on assume la mort. Et la pulsion de mort est cette pulsion qui nous met dans une suffisance de nous dire, de nous défendre d'une représentation de l'inévitabilité de la mort.
Jean Scott Erigen, c'était un conseiller du roi, je ne sais plus lequel, Charles II ou Louis II en France. C'est un Irlandais. Erigen, ça veut dire Irlandais. Ah bon? Eh oui. Vous savez, non? Ah bah non. Ici, Eri, on appelle comme ça l'Irlande, Erigen. Il était ici à Paris et voilà. Et donc il pose cet axiome: la nature non créée ne cesse pas de ne pas créer. Ne cesse pas de ne pas créer. Et ça me fait retourner à ce moment où j'essayais de mentionner l'opposition qu'il y avait entre le signifiant et le signifié. Le signifié crée, alors que le signifiant ne cesse pas de ne pas créer. Donc du côté du réel. Ah, le réel, c'est ça, du côté du réel. Le réel, c'est impossible. Le signifiant, c'est impossible. Oui, c'est impossible. Bien sûr, on est là pour ça. C'est extrêmement à disputer. La disputatio. Tout à l'heure, tu as mentionné ça, je te remercie. Moi, je fais une très nette différence entre la dispute et la discussion. En latin, discutio, disputer, qui a été traduit par disputer, discutare, ça veut dire fracasser l'autre. Parler pour le fracasser. Alors que la disputatio, en latin, ça veut dire prendre les choses les unes après les autres et disputer point par point. Ce que nous sommes, vous, monsieur, avec moi, en train de faire. Mais vous venez de soulever une question que vous avez tout à l'heure soulevée comme ça implicitement. Ce que dit monsieur, c'est la question du signifiant qui appelle un autre signifiant, qui appelle un autre signifiant, et on n'est jamais dans la signification avec le signifiant. Et alors, la pratique... Justement, quand un signifiant vient toucher un autre signifiant, il peut en ressortir une signification. Il peut en ressortir de la signification, non? Non, si vous en sortez de la signification, je vous renvoie au terme grec, vous mettez une limite, orismos. Vous mettez un horizon. C'est de là que nous vient le mot horizon. Alors, je crois quand même il n'y a plus de signifiant, il n'y a plus de rebond. Mais je pense qu'effectivement, il faut pas perdre de vue non plus qu'effectivement un signifiant renvoie à un autre signifiant qui renvoie à un autre signifiant, mais ils tombent tous dans un trou. C'est qu'au final, il y en a un qui manque. C'est que il y a du signifiant manquant. Bien qu'il y ait... Hein? Oui, et pour notre devenir de sujet parlant, on le voit bien par exemple dans le jeu les enfants qui à un âge commencent à dire mais pourquoi le jeu des pourquoi. À un moment donné, le père, la maman ou l'instituteur à qui est soumis ce jeu, ce feu nourri de questions, à un moment dit ou bien je sais pas, ou bien laisse-moi regarder TF1, ou bien c'est la fin de l'école. À un moment donné, le sujet sachant, le père par exemple, la mère, eh bien, il est défaillant. Parce qu'il y a alors ce que Lacan appelle S de grand tabaret, c'est-à-dire que il y a dans cet univers symbolique, de signifiants qui renvoient les uns aux autres, et ben ils pointent tous sur un trou. Et c'est ce qui fait dire que la structure du symbolique, c'est pas une sphère, mais c'est quelque chose de torique, hein, c'est-à-dire que il y a de la matière, mais il y a un trou courant d'air au milieu, comme une roue de vélo, quoi. S de grand tabaret. S de grand tabaret. C'est-à-dire, il existe un signifiant de l'absence de signifiant. Voilà, donc on renvoie, mais il y a un trou. Cette absence, enfin, je ne sais pas, je me trompe
peut-être, mais cette absence de signifiant, c'est quand même, on appelle justement le réel. Le réel comme un impossible. L'impossible à dire. Oui, oui, à dire. Absolument. Oui, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est où il est le réel là. Ben, le réel, le réel, il est probablement, on peut aussi le voir dans cet assemblage particulier de trois tores, hein, le tore du réel, de l'imaginaire et du symbolique. Il y a un tore du réel, mais c'est aussi cet assemblage RSI qui est du réel. Le nœud borroméen en même temps c'est du réel. C'est ça qui est extraordinaire. Mais impossible à dire. Oui, non, je dis pas que c'est du réel, mais qui touche quelque part le réel. Dans le sens que ce qui touche, c'est pas représentable, c'est pas on peut pas le dire Adéquatement. Il ne peut pas y avoir d'adéquation radicale. Oui, oui, Mais Lacan va plus loin que ce que tu dis, je trouve. Il dit quelque chose qui est intéressant, c'est que d'une part, il y a ce tore particulier qu'on appelle le réel, qui est une structure torique, mais il dit également, mais en plus de ça, la jonction du réel, du symbolique et du réel, du réel, du symbolique et de l'imaginaire, c'est du réel. Oui, parce que les trois mais impossible à dire. Impossible à dire. Parce que les trois dimensions se touchent, se traversent, se pénètrent. Donc c'est bien question de... Elles se pénètrent pas. Elles sont justement, elles se pénètrent pas. Elles sont superposées les unes aux autres en formant un nœud. Voilà, mais elles se pénètrent pas. On n'a pas de pénétration comme il pourrait y en avoir comme de cette façon-là. Elles sont superposées, mais elles sont liées. Hein? Elle se serre les coudes. Faire les coudes. Il m'a semblé à un moment donné qu'on était prêt à évacuer la signification. Alors une question naïve, imaginons que nous rencontrons quelqu'un dont nous ne connaissons absolument pas la langue, il apparaît absolument impossible de faire le travail analytique avec cette personne. Pourtant, elle produit des signifiants. C'est bien parce que ces signifiants nous échappent dans leur rapport à un certain signifié. Voilà. Si un coréen demain vient dans votre cabinet et il dit qu'il ne parle que le coréen, qu'est-ce que vous faites? J'écoute. Et vous entendez quoi? J'entends comment il dit. Et puis il va faire des silences. On peut essayer d'attraper. C'est une position tenable que vous pourriez tenir. Et deuxième exemple. Ce jour-là, elle viendrait avec une blague extraordinaire. Tous ses copains sont morts de rire quand il raconte cette blague. Il vous raconte cette blague. Et qu'est-ce qui vous arrive à vous? Vous voulez voir à quel moment elle a lu cette blague, tout ce qui vous échappe. Et à ce titre, il me semble que l'évacuation radicale que vous faites de la signification ne tient pas. Mais c'est pas une évacuation. C'est miséricorde, quand même, je veux dire. Mais Emmanuel... Attention, hein, vous êtes en train de trouver une très très grande question, c'est-à-dire l'obnubilation de la définition. Vous ramenez l'universel aristotélicien de la définition. Tu sais, Emmanuel, oui, je pense que Lacan répond au questionnement que tu viens d'amener avec une phrase que j'aime beaucoup, qui dit la chose suivante. Il s'adresse à l'analyste. Il dit, l'analysant vient vous parler, soit il parle à vous, mais pas de lui, soit il parle de lui, mais pas à vous. Lorsqu'il pourra vous parler de lui, l'analyse sera terminée. Avec ton coréen, pendant sûrement assez longtemps, il va parler peut-être de lui, mais pas à toi, si tu comprends pas ce qu'il dit. Mais néanmoins, probablement, certains silences vont peut-être avoir un certain poids qui vont peut-être relancer, et peut-être que progressivement, il va peut-être te parler de lui. Je dois vous lire une phrase de Lacan. Les sujets se servent du jeu du signifiant, non pas pour signifier quelque chose,
mais pour tromper sur ce qu'il y a à signifier. Pour tromper sur ce qu'il y a à signifier. Tromper. Tromper, oui. Tromper. Oui. Donc, les signifiés, quand même, jouent un rôle. Hein, Ils jouent toujours un rôle. Voilà, pour tromper. Et beaucoup d'autres. C'est ça. Ils jouent un rôle et en même temps, dans ma pratique, je remarque souvent de fois que le sujet locuteur prend sa pensée significative pour du signifiant. Tout simplement parce qu'il le pense. Et là est le problème. Là est la question. Il prend sa pensée pour du signifiant et il l'exprime en disant « c'est ainsi que j'interprète ma pensée ». Et il l'interprète dans le déroulement des significations et on oublie la signifiance. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je rappelle le signe linguistique du sème associatif, c'est-à-dire que le trou s'associe à un sème, un témoignage, je reprends le terme grec, avec ce dessin et celui-là qui évoque l'avant et l'après. Et entre les deux, c'est la signifiance. Mais vous savez, dans le déroulement du langage, on laisse passer, on ne s'arrête pas souvent au signifiant. Il vient interférer comme une angoisse d'avoir à rencontrer ce vide. Le kénome, retenez ça, d'avoir à rencontrer le kénome. Aujourd'hui, c'est ça que je voulais dire, c'est que nous sommes en permanence devant la question du kénome, du vide, le zéro du sens. Dès que j'ouvre la bouche pour parler, je suis, avant même de parler, devant le zéro du sens. C'est ce que Anaximandre de Milet appelait l'apeiron. Le langage n'a pas d'origine. Et les signifiants sont à être constitués. Vous souliez que le langage n'a pas d'origine. N'a pas d'origine. Bien entendu que le langage n'a pas d'origine. Serait-il divin? Pardon? Serait-il divin? Ah, ben voilà. Incréé? Oui, mais c'est une excellente question, oui, mais moi je ne la pose pas comme ça, mais je vous renvoie, alors là, je vais nous renvoyer à Jean Scott Erigen, le divin, le non créé, ne cesse pas de ne pas créer. C'était son axiome. Il a écrit 4000 pages là-dessus. Et vous-même, vous écrivez des pages sur le langage comme non originé. Pardon? Et vous écrivez quelque chose sur le langage sans origine? Donner une structure transcendantale, peut-être, comme... Non, il n'a pas d'origine au sens de l'apeiron d'Anaximandre de Milet, c'est-à-dire il s'origine d'un premier mot, ou pas seulement d'un mot, parce que le langage c'est pas que du mot, c'est aussi des signes, c'est du scopique, c'est de l'acoustique, il s'origine de rien. La signification n'émane pas de la vie. La signification n'émane pas de la vie. Elle émane du locuteur, du sujet parlant. Mais la mort, vous y croyez? Vous y croyez à la mort? Vous y croyez? La mort. Ben voilà. La mort, Lacan disait, c'est la seule chose qui soutient l'esprit. Je voudrais revenir sur ton coréen, parce qu'il m'agace ton coréen. Mais... Capter un peu des trucs.
Oui. Si je lis de la poésie coréenne, hein, Oui, mais attends. je serais alors Oui, mais me dire qu'est-ce qui se passe dans cette non, mais Et alors? mais tu vois pourquoi je dis tout ça? Parce que le rapport du signifiant et du signifié, tel que le défend Saussure, tel que s'en démarque Lacan, que vous avez montré en quoi Lacan s'en démarque, moi, il me semble que tout de même, chez Saussure, on a quand même quelque chose avec le signifié, sans quoi je ne comprends pas, moi, qu'est-ce que je peux comprendre du signifié. Oui, bon, bah écoute, je pense que c'est un faux problème ce que tu mets en avant. Parce que ton Coréen, s'il continue à venir te voir, à mon avis, il va finir par apprendre un peu le français. Pourquoi il va vouloir apprendre le français? Parce qu'il va vouloir te parler de lui. Hein? Non, il signifie quelque chose pour moi. Mais attends, mais oui, il va trouver effectivement des façons de trouver, d'amener des vocables, d'amener quelque chose qui lui permette de te parler de lui. Sinon, il arrêtera de venir. Il arrêtera de venir. Et c'est ça le travail analytique. Quoi? Mais c'est pas pourquoi rester. C'est simplement, c'est d'arriver à. C'est pour ça, vous parlez peut-être de sophisme, j'en sais rien, mais c'est d'arriver à te parler de lui. C'est ça son but, et c'est ça ton but en termes de direction de la cure de ton côté. C'est. Hein? Ça n'est pas le problème qui soulève aussi, qui soulève le problème du signifié. Oui, mais c'est. Mais oui, mais c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, puisqu'il s'agissait de quelqu'un qui veut se mettre en position d'analysant, mais qui ne parle pas la même langue que l'analyse. C'était ça la question. Donc c'est une question de signifiant. Quoi? Quant à lui, s'il vient parler sa langue que je ne connais pas. Ben donc il ne parle pas à toi. Mais donc il ne parle pas à toi. Moi, en tout cas dans mon oreille, face à un pur signifiant qui ne signifie rien pour moi. Et alors? Et par rapport auquel je suis bien démuni pour dire quoi que ce soit. Tu te tais si tu n'as rien à dire. C'est une position d'analyse qui se tient. Je ne trouve pas. Ah bon? Je ne trouve pas. Bah, c'est mieux que de parler pour ne rien dire. De rien dire. Non, là, on est devant la difficulté, le problème que pose la compréhension. Oui. Vouloir comprendre. Vouloir comprendre. J'aime bien rapporter le chapitre 16 de Job dans la Bible. Job dit: c'est une maladie que de vouloir répondre. Répondre, de vouloir répondre. Et il ajoute: quand je parle, ma souffrance demeure. Chapitre 6. Si je me tais, disparaîtra-t-elle pour autant? Oui, non, mais la question, c'est effectivement de comprendre. Et c'est vrai qu'on se trompe quand on comprend. Et Lacan, même par son énonciation dans ses séminaires, faisait en sorte qu'on ne comprenne pas trop vite. Et d'ailleurs, c'est même dans le terme comprendre. Prendre dans sa globalité. D'ailleurs, c'est assez amusant. En anglais, il y a les deux termes. Il y a to comprehend, qui est le même mot que comprendre, prendre dans sa totalité, mais en général, les anglo-saxons utilisent plutôt le terme understand, c'est-à-dire attraper ce qui est en dessous. Hein, ce qui est beaucoup plus juste au niveau du refus de comprendre, de prendre dans sa globalité. Parce que là, on se gourre. Il n'y a pas de raison qu'on ne se trompe pas. Parce que là, on est dans l'imaginaire quand on comprend. Oui, mais tout est dans le pas comprendre trop vite. C'est là. Voilà. C'est pas comprendre qui est la question, c'est pas comprendre trop vite. Et puis quand même, je voudrais dire des choses sur le Einstein. C'est que le c'est à la base, c'est pas sous. Dans les intermédiaires, c'est le même mot que inter en latin. Ça va vous parler, c'est nous. Et inter, ça veut dire entre, c'est mettre en rapport. Hein. Donc c'est ce qui se tient. Oui. Einstein, c'est ce qui se tient. Mais bon, on peut dire ça, c'est une petite parenthèse comme ça.
Simplement, c'est pour dire que non, ce qui est important, c'est de ne pas comprendre trop vite, pour ne pas coller son imaginaire. Voilà, voilà. Ah, ça, c'est évident. Voilà, Oh, ça, c'est évident. voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça, c'est évident. Voilà. Je voudrais relire la citation que j'ai donnée au début, et je vous l'adresse, Emmanuel, de Saussure. Je rappelle que dans les écrits de Lacan, Lacan se réfère à Saussure 10 fois. Mais, je répète, je l'ai dit au début, vous n'avez plus le droit d'admettre d'un côté le mot et de l'autre côté sa signification. Vous devez seulement constater le kénome et le sème associatif. Et puis, une autre phrase, celle-là, elle est de René Char. J'adore cette phrase. Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. C'est beau, hein? Bien. Alors, à demain.